Madame, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour décrypter en votre compagnie l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. Intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest, la zone économique spéciale a été lancée. La dite zone qui se situe entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a pour objectif de donner un coup de fouet à l'économie de la sous-région. Ce pas de plus dans le domaine de la coopération économique est une concrétisation de l'accord conclu en 2012. En Europe, le nucléaire iranien s'est invité lors du sommet Union européenne-Balkans, c'était dans la ville de Sofia. Il en ressort qu'un groupe chinois pourrait remplacer la société Total en cas de retrait en Iran. Au Proche-Orient, dans cette édition, nous allons nous intéresser à la nature des relations qu'Israël entretient avec ses voisins. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, et juste après, un tour dans le monde. Jeudi dernier, près de 5 millions de Burundais se sont rendus aux urnes afin de s'exprimer sur la vaste révision de la Constitution envisagée. Certains observateurs du scrutin auraient dénoncé l'absence de la question du référendum sur les bulletins qui ne comportaient que les mentions oui ou non. En cas de victoire du oui, le président actuel resterait au pouvoir jusqu'en 2034. L'Afrique qui bouge, c'est une mouture de Philippe, Roger et Sama. Ouvrant ce tour du monde par la politique africaine, les Burundais ont pris part jeudi à un référendum sur une vaste révision constitutionnelle destinée à renforcer les pouvoirs du président de la République. Dans la logique de cette loi suprême révisée, le président Pierre Nkurunziza resterait au pouvoir jusqu'en 2034. Le geste que nous venons de poser ce matin, c'est un geste patriotique et qui prouve que tout Burundais a droit, mais aussi le devoir de contribuer à l'édification de son pays. L'ex-président gambien Yahya Jammeh accusé de meurtre de migrants. Selon une dénonciation faite cette semaine par les organisations Human Rights Watch et Trial International, il aurait ordonné l'exécution par une unité paramilitaire sous son contrôle d'une cinquantaine de migrants originaires du Ghana et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ces meurtres présumés remontent à juillet 2005. Des manifestations violentes ont éclaté mardi dans plusieurs universités du Sénégal après la mort d'un étudiant lors des heurts avec les forces de l'ordre à Saint-Louis. Au cours de ces échauffourées, plusieurs gendarmes ont été blessés et des édifices publics saccagés. Les étudiants réclamaient le paiement de leurs bourses. Hors de l'Afrique, les dirigeants européens se sont retrouvés jeudi à Sofia, en Bulgarie, dans le cadre d'un sommet informel. Ils ont confirmé à cette occasion la perspective européenne de contrecarrer l'influence russe dans les Balkans. Au sujet du nucléaire iranien, ils ont promis de tout mettre en œuvre pour maintenir le cadre de l'accord relatif, quelles que soient les décisions américaines. De manière très concrète, en apportant notre engagement politique, en faisant que nos entreprises puissent y rester et aussi en conduisant toutes les parties à poursuivre les négociations sur un accord plus large indispensable. Diplomatie encore, le président russe Vladimir Poutine et son allié syrien Bachar al-Assad ont appelé jeudi lors d'une rencontre à Sochi en Russie à la reprise du dialogue politique censé mettre un terme au conflit en Syrie et lancer par la même occasion la reconstruction de ce pays dévasté par 7 ans de guerre civile. Free, free, Palestine! Free, 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 Palestine! Free, free, Palestine! Des vagues de protestations enregistrées à travers le monde cette semaine suite au meurtre de près de 60 Palestiniens manifestant à l'occasion de la commémoration des 70 ans de l'État d'Israël. Dans la ville du Cap en Afrique du Sud et à Stockholm en Suède par exemple, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour signifier leur solidarité au peuple palestinien. En rapport avec ces événements aux Nations Unies,
Le Koweït a annoncé vouloir une protection internationale pour les civils palestiniens dans la bande de Gaza. C'était lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, rencontre au cours de laquelle les États-Unis ont loué la retenue d'Israël face aux manifestants. Au Mexique, une marche a été organisée en début de semaine à l'occasion de l'anniversaire de Javier Valdez, un journaliste de grande réputation assassiné l'année dernière. Selon les associations de défense de la liberté d'expression, le Mexique est réputé très dangereux pour l'exercice du journalisme. 100 professionnels des médias environ y ont perdu la vie depuis l'année 2000. Le jour même de cette marche, un journaliste de l'AFP a été tué alors qu'il sortait de son bureau. Le Tchad est entré dans sa 4e république. Selon l'opposition tchadienne, la nouvelle constitution consacre des pouvoirs renforcés au président de la République. Cela s'apparenterait à un coup d'État constitutionnel. En revanche, en signant l'ordonnance portant création de la 4e République, le président Idriss Déby affirmait que la nouvelle loi suprême susciterait des comportements nouveaux et vertueux, raison pour laquelle il a décrété l'amnistie générale. Sur l'actualité tchadienne, le regard du docteur Brigitte Lekane. Pour poser les bases de notre analyse à ce propos, on pourrait partir de la différence qui existe entre l'amnistie et la grâce présidentielle. Tandis que la grâce présidentielle laisse subsister des effets juridiques, ces effets s'estompent avec l'amnistie. L'amnistie annule, efface et met fin à toute hostilité. C'est donc un fin stratège que le président Déby choisit cette amnistie. Dans ce sens que la symbolique à cet effet est très forte pour marquer la renaissance de l'État. Au-delà de cet aspect purement juridique, pour cerner le sens et le fond de l'amnistie, de cette offre d'amnistie, on pourrait revenir sur le contexte politique actuel du pays. Le Tchad fait face ces dernières années à une grave crise sociale et amplifié ces derniers mois avec l'austérité. Pour y faire face, le président de la République a multiplié les consultations avec la société civile, les acteurs politiques et les forces vives de la nation. Au sortir, il y a eu les réformes. Ces réformes débouchent sur la nouvelle constitution. Celle-ci supprime le poste de Premier ministre, crée celui de la vice-présidence, et avec l'obligation du gouvernement de prêter serment devant le président de la République. On assiste là à une véritable métamorphose de l'État. Où, avec l'avènement de la 4e République, la 3e République va emporter avec elle toute l'ancienne vie politique du président Déby. Donc, en surfant sur les réformes, par exemple, l'objectif est peut-être celui de résoudre la crise sociale qui existe, mais au fond, il peut viser l'apaisement. Contre l'apaisement face à toutes les critiques qui s'abattent sur lui pour avoir en quelque sorte forgé une constitution à sa mesure. L'amnistie se présente alors comme ce pansement qui va venir accompagner l'émergence de l'État nouveau, la renaissance de l'État. Et ce qui donne au final un visage humain au président Déby. Maintenant, reste à savoir si les engagements pris autour de cette réforme seront respectés, car le Tchad, peut-être sans le savoir, est en train d'inaugurer, après le vent d'Est des années 90, le printemps arabe, un printemps peut-être subsaharien. Maintenant, attendons de voir comment les autres États vont pouvoir réagir.
Les Israéliens ont célébré cette semaine le 70e anniversaire de leur État. Depuis lors, Israël est sur le banc des accusés et peine à justifier un nombre élevé de victimes palestiniennes à sa frontière. Ce massacre a même été dénoncé par un millier d'Israéliens à Tel Aviv. Ce concert de protestation suscite certaines interrogations, notamment la suivante. Quelle est la nature de la relation qu'Israël entretient avec ses voisins? La question, nous allons la poser à notre invité, Dr Mekassi Etogo, politologue et enseignant à l'Université de Yaoundé 2. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Mbappé. Voilà, docteur, nous allons commencer par recueillir votre sentiment au sujet de l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et pourquoi pas le massacre qui s'en est suivi. Avant de répondre à votre question, je voudrais commencer par relever le caractère très controversé du statut politique de Jérusalem. Et il est difficile de comprendre la décision américaine si on ne prend pas en considération la nature controversée de la dite ville. En ce qui concerne mon sentiment, il faut dire que la décision américaine de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem traduit tout simplement la prise de position forte des États-Unis en faveur de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Voilà, c'est votre point de vue. Disons un mot quand même sur le drame qui s'en est suivi. Même les Israéliens l'ont dénoncé. Ils accusent même le gouvernement actuel de précipiter leur pays dans la guerre. On pourrait s'interroger contre qui cette guerre? Il n'y a pas lieu d'être surpris par le caractère dramatique que la situation prend, étant entendu que la relation d'Israël avec ses pays voisins est une relation jusqu'ici essentiellement belliqueuse. Israël est né dans la guerre. Israël advient à l'existence comme entité politique à partir de 1948, le 14 mai 1948. Justement, docteur, je ne vais pas vous couper. On va revenir justement sur la relation qu'Israël entretient avec ses voisins. Pour rester sur la célébration de la fête de mardi dernier, je vais donc vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'en fait, est-ce la naissance d'Israël, de l'État d'Israël, ou alors l'indépendance de l'État d'Israël? On pourrait dire c'est un peu les deux. Les deux parce que la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël a eu lieu le 14 mai 1948 par le Premier ministre Ben-Gourion, David Ben-Gourion. En même temps, Israël fête aussi le 5 mai d'abord, son indépendance, sa création. Mais le 14 mai, c'est beaucoup plus la réunification de deux Jérusalem, Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Étant entendu que Jérusalem-Ouest est jusqu'à présent la capitale d'Israël, et Jérusalem-Est était administrée par la Jordanie, la Transjordanie. Alors, à la suite de la guerre de 6 jours de 1967, Israël a réussi à conquérir à la fois le Sinaï, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, et la Cisjordanie également. Par conséquent, Israël a procédé à la réunification de deux Jérusalem. Désormais, les Israéliens considèrent Jérusalem comme la capitale unique, indivisible et éternelle d'Israël. Et les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Oui, comme je le disais. En déplaçant leur ambassade de Tel Aviv pour Jérusalem. Oui, parce que pour bien comprendre la situation, il faut partir de 1948 où l'ONU avait envisagé de mettre en place 3 entités. D'abord, un État entièrement juif, en majorité juive, un second État arabe et Jérusalem comme étant une zone internationale, c'est-à-dire ayant un statut international, ce qui n'a pas pu avoir lieu compte tenu de la guerre qui s'en est suivie. Et l'occupation de Jérusalem, la partition de Jérusalem, la scission de Jérusalem en deux, Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest,
l'Ouest n'a pas permis que Jérusalem soit cette zone internationalisée que l'ONU souhaitait. En marge donc de la célébration des 70 ans de l'État d'Israël, on a vu les Palestiniens également marcher, protester. Ils ont commémoré ce qu'ils appellent la Nakba. Cela signifie quoi exactement? Oui, c'est un concept qui, dans le langage arabe, signifie catastrophe, cataclysme, et qui désigne surtout l'expulsion massive des population palestinienne arabe de la Palestine suite à l'occupation par Israël de ce qu'ils considèrent comme étant leur terre à eux, c'est-à-dire les Palestiniens. D'accord. Si donc la naissance de l'État d'Israël a été vécue pour les Israéliens comme étant un miracle, comme une catastrophe par les Palestiniens. Par les Israéliens. La naissance de l'État d'Israël a été vécue comme un miracle par les Israéliens et maintenant une catastrophe par les Palestiniens. Est-ce que aujourd'hui la solution d'une entité à deux États est-elle envisageable? C'est la solution idoine, mais dont on s'éloigne de plus en plus compte tenu de la décision américaine qui constitue un entérinement de ce que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et donc, jusqu'ici, les Palestiniens sont de plus en plus réticents à admettre les États-Unis comme un interlocuteur, comme un intermédiaire dans cette crise entre Israël et la Palestine. En politique, on dit qu'il ne faut jamais désespérer, il faut toujours continuer à négocier. Qui sait, peut-être qu'un jour, cette Palestine-là pourra être définitivement scindée. Oui, ce que je pourrais dire, c'est que l'analyse politique, ce n'est pas du prophétisme. Il est difficile de dire avec certitude qu'on pourra assister à la mise en place de deux entités, de deux États, comme le souhaite la communauté internationale. Mais tout est possible. D'accord. Ce que l'on constate en Israël, c'est que la droitisation de la vie politique aura-t-elle peut-être des conséquences sur l'État hébreu, ou alors c'est le conflit israélo-palestinien qui va définitivement qui va continuer à s'enliser? Il faut remarquer que de part et d'autre, il y a de plus en plus des radicaux, il y a radicalisation, mais cela n'empêche pas l'existence de quelques modérés. Et donc c'est sur cela qu'il faut compter pour arriver un jour à un compromis entre Israéliens et Palestiniens. Mais dans le contexte actuel, ce que vous appelez la droitisation renvoie plutôt à une sorte de radicalisation, de cristallisation des postures. Et quand cela se passe au sommet de l'État, ça devient quand même inquiétant? Oui, dans une certaine mesure, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ce sont ceux qui sont en charge de la direction de l'État qui ont la position la plus dure, la position la plus ferme, qui est de maintenir dans cette zone l'existence d'un seul État, celui d'Israël, l'État hébreu. Docteur, on constate que pour les Israéliens, leur État, c'est un État démocratique. En revanche, pour les Palestiniens, Israël, c'est un État juif. Est-ce que vous comprenez cette nuance? A priori, on peut penser que identifier l'État d'Israël comme étant un État juif renvoie un peu à la discrimination, à une reconnaissance d'une certaine discrimination, d'une certaine ségrégation à l'égard des autres communautés qui ne sont pas juives. Mais on peut dépasser cette considération et s'apercevoir qu'il n'y a pas de contradiction du tout entre être État juif et être État démocratique. D'accord. Intéressons-nous aux relations qu'Israël entretient avec ses voisins. Tout à l'heure, vous avez évoqué la problématique. On sait qu'Israël a du mal à normaliser ses relations avec ses voisins. Mais cela n'empêche, ces dernières années, on a quand même vu Tel Aviv nouer des relations avec Abu Dhabi et même Riyad.
Oui, on est là face à un schéma classique des relations internationales, notamment quand on se situe dans la perspective réaliste, qui considère que les États n'ont pas d'ennemis permanents, ils n'ont pas d'amis permanents, ils n'ont que des intérêts permanents. Et sur la base de cette considération, il faut dire que les alliances, les rapprochements entre les États se font et se défont au gré des intérêts, au gré des conjonctures, au gré des contextes aussi. Mais comment donc comprendre que si, justement, à partir de la théorie que vous avez évoquée, que les États n'ont pas d'amis permanents, encore moins d'ennemis permanents, comment se fait-il qu'Israël n'arrive pas à nouer des relations avec les plus proches voisins depuis plus de 70 ans? Oui, cela s'explique surtout par les conditions de la naissance même d'Israël, qui est né dans le conflit. C'est-à-dire, suite à la proclamation de son indépendance, de sa naissance, le 14 mai 1948, dans la nuit du 14 au 15, il y a guerre entre Israël et ses voisins arabes. Et donc, jusqu'à présent, Israël est considéré comme l'ennemi numéro 1 des États arabes, y compris de l'Arabie saoudite aujourd'hui. Et donc, le rapprochement de l'Arabie saoudite avec Israël peut tout simplement s'expliquer par le fait qu'il est possible qu'à un certain moment, des États soient des ennemis et à un autre deviennent des amis. Reconnaissons quand même que l'isolement diplomatique d'un État dans sa sous-région n'est pas une chose facile à gérer. Jusqu'à présent, on note quand même qu'Israël s'en sort plutôt très bien. Oui, tout à fait. On peut expliquer cela par le caractère particulier de l'État d'Israël, et notamment des alliés qui sont les alliés de l'État d'Israël, notamment le plus grand allié, les États-Unis. Et donc, jusqu'à présent, lorsqu'on a les États-Unis, on peut tout se permettre. Pas tout se permettre, mais l'animosité nourrie par les États voisins à l'égard d'Israël n'entend pas du tout la sérénité. Mais il faut quand même aussi reconnaître que sur le plan sécuritaire, cette proximité, ce voisinage n'est pas toujours bénéfique à Israël. Si nous devons retenir quelques grandes dates qui ont marqué l'histoire récente de l'État d'Israël, lesquelles devrions-nous retenir? 4 au maximum. Bon, on peut commencer déjà par la date de départ, 1948, qui marque l'avènement à l'existence d'Israël en tant qu'État, en tant qu'entité politique. On peut noter la date de 1956, qui est celle de la deuxième guerre israélo-arabe, suite à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte. On peut noter la date de 1967, qui est dite la guerre de 6 jours, et également la date de 1973, la guerre du Kippour, et pourquoi pas la date de 2018, excusez-moi, lundi... de la célébration du 70e anniversaire. Non, du transfert plutôt de l'ambassade. Ah d'accord, des États-Unis, de Tel Aviv à Jérusalem. Pourquoi pas. Est-ce qu'il serait au jour d'aujourd'hui utopique de rêver à une paix de braves entre les deux frères ennemis, je veux dire, israéliens et palestiniens, si l'on s'en tient au dégel entre les deux Corées? Est-ce que ce ne serait pas un signe d'espoir? La paix est possible. La paix reste toujours possible si l'on sort des postures de radicalisation. En dépit des considérations diverses qui sont liées à la politique, à la religion, à la culture, il est toujours possible qu'Israël et ses voisins, notamment les Palestiniens, puissent un jour parvenir à une situation de paix durable. Et sur cette paix possible que nous allons mettre un terme à notre entretien. Docteur Mekassi Itogo, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir parler à la télé et de pouvoir faire part de ma petite expérience, de mes petites connaissances aux Camerounais. Merci, docteur. Merci.
Un tour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain, juste après le journal de 12h. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.